Le dieu maculé de sang. Conan continue de servir dans l'armée turanienne. Durant cette période, 2 ans environ, il voyage énormément et devient un soldat aguerri. Comme d'habitude, les ennuis ne le quittent pas. Après une aventure particulièrement mouvementée, où serait compromise, dit-on, la maîtresse du commandant de son détachement de cavalerie, Conan trouve opportun de quitter l'armée de Turan. Il déserte. Ayant entendu parler d'un fabuleux trésor, il se met en quête du butin dans les montagnes kézankiennes, le long de la frontière orientale de Zamora. Il faisait aussi sombre qu'en enfer, dans cette ruelle étroite, chargée de remugles, où Conan de Cimmérie avançait à tâtons, en une quête aussi aveugle que les ténèbres autour de lui. Si quelqu'un l'avait aperçu à cet instant, il aurait vu un homme de grande taille, puissamment musclé, portant un ample kilat zugagir. Sa poitrine était protégée par une cuirasse aux fines mailles d'acier. De ses épaules tombait un manteau zuagir en poil de chameau. Sa crinière de cheveux noirs et son large visage, sombre et éclatant de jeunesse, hâlé par le soleil du désert, étaient dissimulés par la kafia zuagir. Un cri de douleur suraigu frappa ses oreilles. De tels cris n'étaient pas rares dans les ruelles tortueuses d'Arenjun, la ville des voleurs, et aucun homme prudent ou craintif n'aurait songé à se mêler d'une affaire qui ne le concernait pas. Mais Conan n'était ni prudent ni craintif. Sa curiosité toujours en éveil ne le laisserait pas passer à côté d'un appel au secours sans y répondre. De plus, il était à la recherche de certains individus. Se renseigner sur l'origine de ce cri l'aiderait peut-être à les retrouver plus rapidement. Obéissant à ses instincts de barbare, il se dirigea vers un rayon de lumière qui transperçait les ténèbres, non loin de là. Un instant plus tard, il regardait par un interstice des volets soigneusement fermés d'une fenêtre encastrée dans un épais mur de pierre. Il contemplait une pièce spacieuse, ornée de tapisseries rouges et meublée de divans et de tapis de prix. Autour de l'un de ces divans se tenait un groupe d'hommes. 6 ruffians zamoriens musclés, et 2 autres échappant à toute identification. Sur la couche était étendu un autre homme, nu jusqu'à la taille. C'était un kézankien. 4 brigands, aussi musclés que lui, le tenaient par les poignets et les chevilles. Ainsi écartelé, il lui était impossible de bouger. Pourtant ses muscles saillaient, formant des nœuds frémissants sur ses membres et ses épaules. Ses yeux flamboyaient d'une lueur rougeâtre. Sa robuste poitrine luisait de sueur. Sous les yeux de Conan, un homme au corps souple, coiffé d'un turban de soie rouge, retira à l'aide de tenailles un charbon ardent d'un brasero fumant, et le tint en équilibre au-dessus de la poitrine frissonnante, déjà marquée par une torture identique. Un autre homme, plus grand que celui au turban rouge, grogna une question inaudible pour Conan. Le kézankien secoua violemment la tête et cracha sauvagement vers celui qui venait de l'interroger. Le charbon chauffé au rouge tomba sur la poitrine velue, arrachant un beuglement inhumain au supplicié. À cet instant, Conan lança tout son poids contre les volets. L'action du Cimmérien était moins impulsive qu'il n'y paraissait. Pour le but qu'il avait en tête, il lui fallait un allié parmi les hommes vivant dans les montagnes kézankiennes. Cette tribu était hostile aux étrangers, le fait était notoire. L'occasion de forger cette alliance s'offrait providentiellement à lui. Les volets se brisèrent dans un fracas retentissant, et Conan bondit, les pieds en avant. Il atterrit à l'intérieur de la pièce, son cimeterre dans une main, et un couteau épais zuagir dans l'autre. Les bourreaux se retournèrent vivement et poussèrent des glapissements de surprise. Ils virent une silhouette, grande et massive, portant les vêtements d'un zuagir. Un pan de sa kafia était ramené sur son visage et le voilait. Au-dessus de ce masque, 2 yeux d'un bleu volcanique flamboyaient. Un instant, le temps parut s'arrêter, la scène se figer. Puis, à cette immobilité irréelle, succéda une action féroce démentielle. L'homme au turban rouge aboya un ordre bref. Un géant velu s'élança à la rencontre de l'intrus. Le zamorien tenait dans sa main une épée longue de 3 pieds. Comme il chargeait, il porta une botte meurtrière vers le haut.
le cimeterre s'abattit et rencontra le poignet qui se levait. La main, étreignant toujours l'épée, vola du poignet dans une pluie de sang. La lame longue et étroite tenue par la main gauche de Conan s'enfonça dans la gorge de l'homme, la transperçant et étouffant son grognement d'agonie. Le cimérien bondit par-dessus le moribond qui s'effondrait, vers Turban Rouge et son compagnon de grande taille. Turban Rouge dégaina son couteau, son acolyte un sabre. « Mets-le en pièces, Gilad !» gronda Turban Rouge, battant en retraite, devant l'assaut impétueux du cimérien. « Zal, aide-le, vite !» L'homme, qui s'appelait Gilad, para le coup de Conan et contre-attaqua. Conan l'évita d'un mouvement qui aurait ridiculisé le bond d'une panthère affamée, et il se retrouva à portée du coutelas de Turban Rouge. La lame jaillit vers lui, la pointe heurta le flanc de Conan, mais ne parvint pas à transpercer le corselet métallique de maille noire. Turban Rouge fit un bond en arrière, évitant de si peu le couteau de Conan que la mince lame fendit sa veste de soie et la peau en dessous. Il heurta un tabouret et tomba à la renverse. Avant que Conan puisse profiter de son avantage, Gilad le pressait à nouveau, faisant pleuvoir des coups avec son sabre. Tout en parant, le cimérien vit que l'homme répondant au nom de Zal s'avançait vers lui, tenant une lourde hache d'armes, tandis que Turban Rouge se redressait péniblement. Conan n'attendit pas d'être cerné par ses adversaires. Un coup rapide de son cimeterre obligea Gilad à se reculer vivement. Zad leva sa hache. Conan s'élança, évitant l'arme meurtrière. Un instant plus tard, Zal était à terre, se tordant et baignant dans son propre sang et ses entrailles. Conan bondit vers les hommes qui maintenaient toujours le prisonnier. Ils lâchèrent l'homme en hurlant et dégainèrent leur tulvar. L'un d'eux abattit son arme vers le Kézankien. Celui-ci évita le coup en roulant sur lui-même et en sautant du divan. Puis Conan s'interposa entre lui et eux. Battant en retraite devant leur coup, il grogna à l'adresse du Kézankien. « Filons d'ici! Passe devant moi! Vite !»« Chien !» hurla Turban Rouge. « Ne les laissez pas s'échapper !»« Approche, couard ! Viens donc goûter à la mort par toi-même !» Conan éclata d'un rire sauvage, parlant le zamorien avec un accent barbare. Le Kézankien, affaibli par la torture, tira un verrou et ouvrit violemment une porte donnant sur une petite cour. Il s'élança à travers la cour d'un pas chancelant, tandis que, dans son dos, Conan faisait face à ses bourreaux sur le seuil. Leur nombre même gênait leurs assauts dans cet espace confiné. Le cimérien riait et les maudissait tout en parant leurs coups et en portant des bottes. Turban Rouge dansait derrière la meute, poussant des jurons stridents. Le cimeterre de Conan s'élança, dardant comme la langue d'un cobra. Un zamoria poussa un cri et s'effondra, étreignant son ventre. Gilad, qui portait une botte, trébucha contre lui et tomba. Avant que les silhouettes folles de rage qui s'écrasaient et se pressaient sur le seuil puissent se redresser et attaquer d'une manière cohérente, Conan pivota sur ses talons et traversa rapidement la cour, se dirigeant vers le mur par-dessus lequel le Kézankien avait déjà disparu. Rengainant ses armes, Conan bondit vers le faîte du mur, se cramponna aux pierres et opéra un rétablissement. Il eut une vision fugitive de la rue sombre et sinueuse qui s'étendait au-delà. Quelque chose s'écrasa contre sa tête. Il bascula du mur pour tomber vers la ruelle ombreuse. La faible lueur d'une bougie sur son visage réveilla Conan. Il se redressa, cligna des yeux et jura, cherchant son épée à tâtons. On souffla sur la bougie, et une voix dit dans l'obscurité. « Du calme, Conan de Cimmérie. Je suis ton ami. »« Au nom de Crom, qui es-tu » demanda Conan. Il avait trouvé son cimeterre sur le sol. Il replia furtivement ses jambes sous lui, s'apprêtant à bondir. Il était dans la rue, au pied du mur d'où il était tombé. L'autre homme formait au-dessus de lui une masse sombre et indistincte dans la faible clarté stellaire. « Ton ami, » répéta l'autre avec un léger accent iranistanien. « Appelle-moi Sassan. » Conan se leva, son cimeterre à la fin. L'Iranistani tendit quelque chose vers lui. Conan aperçut la lueur de l'acier à la faveur des étoiles. Avant qu'il ait eu le temps de frapper, il se rendit compte que c'était son propre couteau, poignet tendu dans sa direction. « Tu es aussi méfiant qu'un loup affamé, Conan, » dit en riant Sassan. « Garde donc ton épée pour tes ennemis. »
Où sont-ils? Conan prit le poignard. Parti. Dans les montagnes, sur la piste du dieu maculé de sang. Conan tressaillit et saisit le kilad de Sasan en une prise d'acier. Il plongea son regard au fond des yeux noirs de l'homme, moqueur et mystérieux dans la pénombre. Maudit! Que sais-tu du dieu maculé de sang? Le couteau du Cimérien toucha le flanc de l'Iranistani, sous les côtes. Je sais ceci, répondit Sasan. Tu es arrivé à Arenjoun sur la trace des voleurs qui t'ont pris la carte d'un trésor, encore plus précieux que celui amassé par Yildiz. Moi aussi, je suis venu ici, à la recherche de quelque chose. J'étais caché à proximité, regardant par un trou dans le mur. Je t'ai vu faire irruption dans la pièce où il torturait le Kézankien. Comment as-tu su qu'il s'agissait de tes voleurs? Je l'ignorais, murmura Conan. J'ai entendu un homme crier, et il m'a semblé qu'intervenir était une bonne idée. Si j'avais su qu'il s'agissait des hommes que je recherchais... Que sais-tu exactement de cette affaire? Beaucoup de choses. Caché dans les montagnes voisines, il y a un très vieux temple qui évite avec crainte les habitants des collines. On dit qu'il remonte au temps d'avant le cataclysme, bien que les avis soient partagés. Certains sages affirment qu'il s'agit d'un monument grondarien, d'autres qu'il fut battu par le peuple inconnu, préhumain, qui tint sous sa domination les Hyrcaniens peu après le cataclysme. Les Kézankiens interdisent l'accès de la région aux étrangers, mais un Émadien du nom d'Ostorio découvrit le temple. Il pénétra dans celui-ci et trouva une idole en or, incrustée de gemmes rouges. Il l'a appelée le dieu maculé de sang. Il n'a pas pu l'emporter avec lui, car la statue est plus grande qu'un homme. Aussi dessina-t-il une carte, avec l'intention de revenir en ces lieux. Il parvint à quitter les collines indemnes. Toutefois, à Shadizar, il fut poignardé par un ruffian. Il est mort là-bas. Avant de mourir, il a remis la carte à un homme, à toi, Conan. Et ensuite? Demanda farouchement Conan. La maison derrière lui était plongée dans l'obscurité et silencieuse. La carte a été volée, répondit Sasan. Et tu sais par qui? Je l'ignorais alors, grommela Conan. Plus tard, j'ai appris l'identité des voleurs. Ziras, un Corinthien, et Arshak, un prince turanien déshérité. Un serviteur se tenait caché, espionnant Ostorio, tandis que celui-ci agonisait. Il leur a tout raconté. Bien que je ne les ai jamais vus, ni l'un ni l'autre, j'ai suivi leurs traces jusque dans cette ville. Ce soir, j'ai appris qu'ils se cachaient dans une maison, bordant cette ruelle. Je cherchais en vain un indice, tâtonnant dans le noir, lorsque je suis tombé sur eux, par hasard. Tu t'es battu contre eux en toute ignorance, s'écria Sasan. Le Kézankien était Rustum, un espion de Keraspa, le chef des Kézankiens. Ils l'ont attiré dans cette maison et ont usé de moyens persuasifs pour qu'il lui indique les pistes secrètes conduisant à travers la montagne. Tu connais la suite. Tout sauf ce qui s'est passé alors que j'escaladais le mur. Quelqu'un a jeté un tabouret dans ta direction. Celui-ci t'a heurté à la tête. Lorsque tu es tombé de l'autre côté du mur, ils n'ont plus fait attention à toi, pensant que tu étais mort. Ou bien ils ne t'ont pas reconnu avec ton masque. Ils se sont lancés à la poursuite du Kézankien. J'ignore s'ils l'ont rattrapé. Peu après, ils revenaient. Ils ont scellé leurs chevaux et sont partis comme des démons vers l'ouest, abandonnant leur mort où il était tombé. Je suis venu voir qui tu étais et je t'ai reconnu. Ainsi l'homme au turban rouge était Arshak, marmonna Conan. Où était Ziras? Déguisé en turanien. L'homme qu'ils appellent Gilad. Oh. Et maintenant? grogna Conan. Comme toi, je veux le dieu rouge, même si, de tous les hommes qui l'ont cherché depuis des siècles, Ostorio a été le seul à en sortir vivant. On prétend qu'une mystérieuse malédiction frappe les pillards. Que sais-tu de cette malédiction? demanda vivement Conan. Sasan haussa les épaules. Pas grand-chose. Les Kézankiens parlent d'un sort horrible que les dieux infligent à ceux qui posent des mains cupides sur l'idole. Mais je ne suis pas un idiot superstitieux. Tu n'es pas effrayé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. En fait, Conan l'était. Il ne craignait ni homme ni bête. Néanmoins, le surnaturel emplissait son esprit barbare de terreur ancestrale. Il avait soin de ne pas s'avouer ce fait. Qu'as-tu en tête? Ma foi, seulement qu'aucun de nous n'est capable d'affronter seul la bande de Ziras. Par contre, ensemble, nous pourrions suivre leur piste et leur prendre l'idole. Qu'en dis-tu? Ça me va.
Prends garde. Je te tuerai comme un chien à la moindre traîtrise de ta part. » Sasan éclata de rire. « Je sais que tu le ferais, aussi tu peux te fier à moi. Viens, des chevaux nous attendent. » L'Iranistani le précéda à travers les rues tortueuses, surplombées de balcons suspendus, garnis de treillis. Ils suivirent des ruelles nauséabondes. Bientôt, Sasan s'arrêtait devant une porte éclairée par une lampe, donnant sur une cour intérieure. Il frappa. Un visage barbu apparut au guichet. Quelques mots furent échangés et la porte s'ouvrit. Sasan entra, suivi de Conan, toujours sur ses gardes. Les chevaux étaient bien là. Sur un ordre du gardien du caravansérail, des serviteurs endormis firent leurs apparitions. Ils sellèrent les chevaux et garnirent de provisions les sacoches de sel. Peu après, Conan et Sasan franchirent ensemble la porte du couchant, après avoir été arrêtés et questionnés pour la forme par les gardes somnolents. Sasan était corpulent mais musclé, avec un visage large et rusé, des yeux noirs et vifs. Il portait une lance de cavalier sur son épaule et maniait ses armes avec l'aisance que procure une longue pratique. Conan ne doutait pas que, si besoin était, il se battrait avec intelligence et courage. Conan était tout aussi sûr de pouvoir lui faire confiance sur 2 points. Sasan se comporterait loyalement aussi longtemps que cette alliance lui serait profitable. Mais il tuerait son partenaire à la première occasion venue, lorsque sa mort lui serait encore plus profitable, afin de garder le trésor pour lui tout seul. L'aube les trouva s'avançant dans les défilés déchiquetés des montagnes kézankiennes, aux roches nues et brunes. Ces montagnes séparaient les marches extrême-orientales de Kos et de Zamora, des steppes turaniennes. Kos, autant que Zamora, revendiquait cette région. Pourtant, aucun des 2 royaumes n'avait jamais été capable de soumettre ses habitants. La ville d'Arenjun, perchée sur une colline au flanc escarpé, avait soutenu avec succès 2 sièges, résistant aux hordes turaniennes venues de l'Est. La route bifurqua et devint moins distincte. Un peu plus tard, Sasan reconnaissait qu'il était bien en peine de savoir où il se trouvait. « Je suis toujours leurs traces, » grogna Conan. « Si tu ne les vois pas, moi je le peux. » Les heures passèrent. Les signes d'un récent passage de chevaux devinrent visibles. Conan dit: « Nous les rattrapons. Comme ils nous sont toujours supérieurs par le nombre, nous ne nous montrerons pas jusqu'à ce qu'ils aient trouvé l'idole. Alors nous leur tendrons une embuscade pour nous en emparer. » Les yeux de Sasan étincelèrent. « Parfait! Mais restons sur nos gardes. Kiraspa règne en maître incontesté sur cette région, et dépouille tous ceux qui tombent entre ses griffes. » Au milieu de l'après-midi, ils suivaient toujours la trace d'une ancienne piste oubliée. Comme ils dirigeaient leurs chevaux vers un défilé étroit, Sasan dit: « Si ce Kézankien a rejoint Kiraspa, ces hommes seront prévenus que des étrangers... » Ils tirèrent sur leurs rênes. Un Kézankien en visage de prédateur et au corps décharné surgit de la gorge, levant une main. « Halte !» s'écria-t-il. « Qui vous a autorisé à pénétrer sur les terres de Kiraspa ?»« Attention !» murmura Conan. « Nous sommes peut-être déjà cernés. »« Kiraspa fait payer aux voyageurs un droit de passage, » répondit Sasan, dans un souffle. « Cet homme ne désire peut-être rien de plus. » Fouillant dans sa ceinture, il dit au guerrier: « Nous sommes d'humbles voyageurs, heureux de payer notre dû à votre valeureux chef. Nous voyageons seuls. »« Alors qui vient là-bas, derrière vous ?» demanda le Kézankien avec un mouvement de la tête, vers la piste d'où il venait. Sasan se retourna à demi. Le Kézankien sortit une dague de son ceinturon et frappa l'Iranistani. Son mouvement avait été rapide. Conan le fut encore plus. Lorsque la dague s'élançait vers le gorge de Sasan, le cimeterre de Conan jaillit et l'acier retentit. La dague vola dans les airs en tournoyant. Avec un grognement, le Kézankien saisit son épée. Avant qu'il puisse dégager sa lame, Conan frappa à nouveau, fendant en 2 turbans et crânes. Le cheval du Kézankien hennit et se cabra, désarçonnant son cavalier et le projetant à terre. Conan lança sa propre monture contenant le cadavre. « Galopons vers le défilé, vite !» hurla-t-il. « C'est une embuscade !» Le cadavre du Kézankien roula sur le sol. Le claquement sec d'arc et le sifflement de flèches retentirent. Le cheval de Sasan bondit quand un trail atteignit à l'encolure. Il partit au galop vers l'entrée du défilé. Conan sentit une flèche transpercer sa manche tandis qu'il éprendrait sa monture et la lançait à la poursuite de Sasan, incapable de contrôler son propre cheval.
Alors qu'il filait vers l'entrée de la gorge, 3 cavaliers en surgirent, brandissant des tulevars à larges lames. Sasan, abandonnant tout effort pour maîtriser sa monture rendue folle par la douleur, pointa sa lance vers le plus proche. Le javelot transperça l'homme et le fit basculer de sa selle. Un instant plus tard, Conan était à la hauteur du second guerrier qui agitait un lourd tulvar. Le Cimmérien leva son cimeterre. Les lames se heurtèrent bruyamment comme les chevaux s'affrontaient, poitrail contre poitrail. Conan, se dressant sur ses estriers, abattit sa lame de toute sa force prodigieuse. Le coup fit tomber le tulvar et ouvrit en deux le crâne de son propriétaire. Il lança son cheval au galop vers le défilé, tandis que les flèches sifflaient autour de lui. Le cheval blessé de Sasan broncha et s'abattit. Comme il tombait, l'Iranistani sauta à terre. Conan le rejoignit et cria d'une voix rauque. « Monte derrière moi !» Sasan, lance à la main, bondit et se mit en selle. Éperonné par son cavalier, le cheval, lourdement chargé, s'engagea à vive allure dans le défilé. Des hurlements derrière eux leur apprirent que les guerriers couraient vers leurs chevaux dissimulés derrière les rochers. Un coup du défilé assourdit leurs cris. « Cet espion kézankien a certainement rejoint Keraspa !» haleta Sasan. « Ils veulent du sang, pas de l'or. À ton avis, ils ont réglé son compte à Ziras ? Il a peut-être réussi à passer avant qu'il se mette en embuscade. Ou bien il suivait sa piste lorsqu'ils ont changé d'idée pour nous tendre ce piège. Je pense qu'il est toujours devant nous. » 1 mille plus loin, ils entendirent des bruits étouffés de poursuite. Ils débouchèrent sur une sorte de cuvette naturelle, cernée de murailles abruptes. Au milieu de cette cuvette, le terrain suivait une pente escarpée, montant vers une passe encaissée à l'autre extrémité. Tandis qu'ils approchaient de cette passe, Conan vit qu'un muret de pierre en obstruait l'entrée. Sasan poussa un cri et bondit vers le sol. Une volée de flèches siffla autour d'eux. L'une d'elles frappa le cheval en plein poitrail. L'animal trébucha et tomba brutalement. Conan sauta de sa selle, roulant sur lui-même et se mettant à l'abri derrière un groupe de rochers, où Sasan se trouvait déjà. D'autres flèches se brisèrent sur les roches, ou se fichèrent dans le sol en frissonnant. Les 2 aventuriers se regardèrent avec un humour sarcastique. « Nous avons retrouvé Ziras !» fit Sasan. « Dans un instant, annonça Conan en riant, ils vont nous attaquer, et Keraspa ne tardera pas à arriver derrière nous pour refermer le piège. » Une voix narquoise lança. « Montrez-vous, maudit, finissons-en ! Qui est le Zuagir qui t'accompagne, Sasan ? Je croyais lui avoir réduit la cervelle en bouillie la nuit dernière. Mon nom est Conan !» rugit le Cimmérien. Après un moment de silence, Ziras cria. « J'aurais dû m'en douter. Eh bien, nous te tenons maintenant. »« Vous êtes dans le même bain, » gronda Conan. « Vous avez entendu les bruits de l'escarmouche à l'entrée du défilé ? » ?»« Oui, nous avons entendu. Nous nous étions arrêtés pour faire boire les chevaux. Qui vous poursuit ? » ?»« Keraspa et une centaine de Kézankiens. Lorsque nous serons morts, vous croyez vraiment qu'il vous laissera filer ? Vous qui avez torturé l'un de ces hommes ? » ?»« Laisse-nous te rejoindre, dans l'intérêt général, » ajouta Sasan. « Dites-vous la vérité ? » glapit Ziras. Sa tête coiffée d'un turban apparut au-dessus du muret. « Serais-tu sourd, l'ami ?» rétorqua Conan. Le défilé répercutait les hurlements de leurs poursuivants et le martèlement de sabots. « Arrivez en vitesse !» cria Ziras. « Nous aurons toujours le temps de nous partager l'idole, si nous en sortons vivants. » Conan et Sasan s'élancèrent et montèrent la pente en courant, jusqu'au muret qu'ils escaladèrent, aidés par des bras velus. Conan examina ses nouveaux alliés, Ziras, au visage sévère et au regard dur sous son déguisement turanien, Arshak, toujours alerte après des lieux d'une rude chevauchée, et 3 Amoriens au teint basané qui grimacèrent un rictus en guise de salut. Ziras et Arshak portaient tous deux une cotte de maille identique à celle de Conan et de Sasan. Les Kézankiens, une vingtaine d'hommes, arrêtèrent virement leurs chevaux alors que les flèches décochées par les Amoriens et Arshak sifflaient parmi eux. Certains d'entre eux ripostèrent. D'autres firent demi-tour. Une fois hors de portée, ils mirent pied à terre car le mur était trop haut. Une charge n'aurait servi à rien. Un guerrier gisait à terre et un cheval blessé repartait au galop vers le défilé avec son cavalier. « Ils nous suivaient certainement, » grogna Ziras. « Conan, tu nous as menti. Ils ne sont pas 100. »
Ils sont suffisamment nombreux pour nous trancher la gorge, rétorqua Conan, en préparant son épée. Et Keraspa peut envoyer des renforts aussi souvent qu'il lui plaira. Ziras grommela. Nous avons encore une chance de nous en tirer, grâce à ce mur. Je pense qu'il a été construit par la même race qui a bâti le temple du dieu rouge. Gardez vos flèches pour l'assaut. Protégés par le tir continuel de flèches, 4 des leurs s'étant postés sur les flancs et décochaient leurs traits mortels, les autres Kézankiens montaient la pente en courant. Ils formaient un groupe tout compact. Ceux de devant tenaient des boucliers légers. Derrière eux, Conan aperçut la barbe rouge de Keraspa. En chef avisé, il encourageait ses hommes à attaquer. « Tirez !» cria Ziras. Les flèches volèrent vers la grappe humaine. 3 silhouettes se tordirent et tombèrent au bas de la pente. Les autres avançaient toujours. Leurs yeux étincelaient et les lames brillaient dans leurs poings velus. Les défenseurs décorchèrent leurs dernières flèches dans la masse, puis se levèrent derrière le mur, dégainant leurs épées. Les hommes de la montagne arrivèrent au pied du muret. Certains soulevaient et poussaient leurs compagnons vers le faîte du mur. D'autres roulaient des blocs de rochers au bas de l'obstacle naturel pour l'escalader plus facilement. Tout du long de la barrière retentirent des coups formidables brisant les os, le cliquetis et le chuintement de l'acier, les jurons rauques des hommes mortellement touchés. Conan fit voler la tête du corps d'un Kézankien, et à ses côtés, vit Sasan enfoncer sa lance dans la bouche ouverte d'un autre assaillant. La pointe ressortit par la nuque de l'homme. Un guerrier au regard sauvage plongea un long couteau dans le ventre de l'un des Amoriens. Profitant de la brèche laissée par le corps qui s'effondrait, le Kézankien s'élança en hurlant, escalada le mur et sauta avant que Conan puisse l'en empêcher. Le géant cimérien fut blessé au bras gauche. Contre-attaquant aussitôt, il broya l'épaule de l'homme. Bondissant par-dessus le corps, il s'abattit sur les hommes qui avaient pris d'assaut le mur, et survenait, sans même avoir le temps de voir comment se déroulait la bataille, de chaque côté. Ziras lançait des imprécations en corentien et Archak en hircanien. Quelqu'un poussa un hurlement d'agonie. Un montagnard serra autour du cou puissant de Conan 2 mains aussi épaisses que celles d'un gorille. Le cimérien banda les muscles de son cou et porta un coup bas, frappant avec son couteau à plusieurs reprises. Avec un gémissement, le Kézankien le lâcha et partit à la renverse, tombant du mur. Haletant et cherchant à reprendre son souffle, Conan regarda autour de lui et réalisa que la pression s'était relâchée. Les quelques Kézankiens encore en vie battaient en retraite, au bas de la pente, tout couverts de sang. Des cadavres gisaient empilés au pied du mur. Les 3 Amoriens étaient morts ou agonisaient. Conan aperçut Archak. Il était assis, adossé au mur, ses mains pressées sur son corps tandis que le sang ruisselait entre ses doigts. Les lèvres du prince étaient bleues. Pourtant il parvint à esquisser un lugubre sourire. « Naître dans un palais, murmura-t-il, et mourir derrière des rochers. Qu'importe, c'est le destin. Ce trésor est maudit. Tous les hommes qui ont suivi la piste du dieu maculé de sang sont morts. » Et il mourut. Ziras, Conan et Sasan se regardèrent en silence. 3 silhouettes farouches, en guenilles, couvertes de sang. Tous avaient reçu des blessures, superficielles, aux bras et aux jambes, mais leur cotte de mailles les avait sauvés de la mort. Qui avait été le lot de leurs compagnons? « J'ai vu Keraspa filer, » grogna Ziras. « Il va regagner son village et lancer toute sa tribu sur notre piste. Nous devons faire très vite. Mettre la main sur l'idole et quitter ces montagnes avant qu'il nous retrouve. Il sera facile de partager le trésor en 3. C'est vrai, fit Conan d'une voix rauque. Rends-moi donc ma carte avant que nous nous mettions en route. Ziras ouvrit la bouche pour dire quelque chose, puis s'aperçut que Sasan avait ramassé l'arc de l'un des Amoriens et qu'une flèche était pointée sur lui. « Fais ce que te demande Conan, » siffla Nyarannistani. Ziras haussa les épaules et tendit un parchemin froissé. « Maudit! J'ai toujours droit à un tiers du trésor. » Conan jeta un coup d'œil à la carte et la glissa dans son ceinturon. « Entendu. Je ne t'en garderai pas rancune. Tu es néanmoins un porc. Si tu te comportes loyalement avec nous, nous agirons de même. Hein, Sasan ?» Sasan acquiesça de la tête et ramassa un plat carquois de flèches. Les chevaux des hommes de Ziras étaient attachés dans la passe, derrière le mur. Les 3 hommes choisirent les meilleures bêtes et guidèrent les 3 autres vers le haut du canyon, une fois la passe franchie. La nuit tomba.
Qu'Iraspa à leur trousse, ils poursuivirent leur route. Conan observait ses compagnons, pareils à un aigle. Les choses se gâteraient lorsqu'ils auraient mis la main sur la statue en or, et que chacun pourrait s'en sortir sans l'aide des deux autres. Ziras et Sasan risquaient fort de s'entendre pour assassiner Conan, ou l'un d'eux lui proposerait un plan pour se débarrasser du troisième. Le Cimmérien était un homme endurci et impitoyable. Pourtant, son code barbare de l'honneur lui interdisait d'être le premier à tenter un geste perfide. Il se demandait également ce que l'auteur de la carte avait essayé de lui dire avant de mourir. La mort l'avait fait taire à jamais au milieu d'une description du temple, tandis qu'un flot de sang jaillissait de sa bouche. Le Némédien était sur le point de l'avertir, il en était persuadé, mais de quoi? L'aube apparut alors qu'il quittait une gorge étroite pour s'avancer vers une vallée au versant escarpé. Le défilé qu'ils avaient suivi était la seule voie d'accès. Il donnait sur un promontoire rocheux large de 30 pas. Sur un côté, la falaise s'élevait à une portée d'arc et tombait à pic vers les profondeurs insondables en contrebas. Apparemment, il n'y avait aucun moyen de descendre vers le fond de la vallée, voilée de brume, loin à leurs pieds. Les trois hommes ne regardèrent que quelques instants dans cette direction. Ce qu'ils apercevaient devant eux avait chassé la faim et la fatigue de leurs esprits. Là, sur le promontoire rocheux, se dressait le temple. Étincelant dans le soleil levant, il était taillé dans la falaise nue. Son grand portique leur faisait face. La saillie rocailleuse conduisait vers ses grandes portes de bronze, verdies par le temps. Conan n'essaya pas de deviner à quelle race ou à quelle culture il appartenait. Il déplia la carte et jeta un coup d'œil aux notes tracées dans la marge, essayant de découvrir le système d'ouverture de la porte. Sasan glissa au bas de sa selle et courut vers le temple, gloussant de plaisir et d'avidité. « Le fou !» grogna Ziras en mettant pied à terre. « Ostorio a laissé un avertissement sur le bord de cette carte. Quelque chose concernant le dieu qui prélève son droit. » Sasan était en train de tirer sur les diverses ornementations et sculptures du portail. Ils l'entendirent pousser un cri de triomphe comme la porte bougeait sous ses mains. Son cri se changea en un hurlement. La porte, une tonne de bronze, bascula vers l'extérieur et tomba, aplatissant, écrasant l'Iranistani comme un insecte. La grande dalle de métal le dissimulait complètement. Des ruisselets écarlates suintèrent sur le sol. Ziras haussa les épaules. Je l'avais bien dit, c'était un fou. Ostorio avait certainement trouvé le moyen d'ouvrir la porte sans qu'elle sorte de ses gonds. Au moins je n'aurais plus à craindre qu'il me plante un couteau dans le dos, songea Conan. Un de moins. Ces gonds sont faux, annonça-t-il, en examinant de plus près le mécanisme. Regarde! La porte se relève et se remet en place. Conan avait vu juste. En réalité, la porte était montée sur deux pivots, situés au coin inférieur, de telle sorte qu'elle pouvait s'abaisser vers l'extérieur comme un pont-levis. Depuis les deux coins supérieurs du portail, une chaîne se dressait en diagonale et disparaissait dans un trou proche du montant. À présent, avec un grincement assourdi, les chaînes se tendaient et la porte se relevait lentement pour reprendre sa position antérieure. Conan saisit la lance que Sasan avait laissée tomber. Plantant l'extrémité de la hampe dans une infructuosité parmi les sculptures de la surface interne de la porte, il cala la pointe contre le montant. Le grincement cessa et la porte s'immobilisa au ras du sol. « Très ingénieux de ta part, Conan, » dit Ziras. « À présent que le dieu a perçu son droit, la voie devrait être libre. » Il s'avança, escalada et franchit la porte abaissée, pénétrant à l'intérieur du temple. Conan le suivit. Ils s'immobilisèrent sur le seuil et scrutèrent l'intérieur, plongé dans les ténèbres, comme ils auraient scruté le repère d'un serpent. Le silence régnait dans le temple antique, seulement interrompu par le léger frottement de leurs bottes. Ils entrèrent précautionneusement, clignant des yeux dans la semi-obscurité. Dans la pénombre, une lueur écarlate évoquant les feux du soleil couchant blessa leurs yeux. C'était le dieu, une idole en or incrustée de gemmes flamboyantes. La statue avait la forme d'un homme de toute petite taille, dressé sur de grands pieds tournés en dehors. Posée sur un bloc de basalte, elle faisait face à l'entrée. De chaque côté, il y avait un grand fauteuil sculpté en bois noir et massif, incrusté de gemmes et de nacre. Son style ne ressemblait à celui d'aucune nation vivante. Sur la gauche de la statue, à quelques pieds de la base du piédestal, le sol du temple était fendu d'un mur à l'autre par une crevasse, large d'une quinzaine de pieds. À une certaine époque,
Probablement avant la construction du temple, un tremblement de terre avait fissuré la roche. Sans aucun doute, des éons plus tôt, des victimes hurlant d'horreur avaient été précipitées dans le gouffre sombre par des prêtres hideux, en sacrifice aux dieux. Les parois étaient élevées et couvertes de fantastiques sculptures. La voûte indistincte était peuplée d'ombres. L'attention des deux hommes était fixée sur l'idole. En dépit de son apparence bestiale et repoussante, elle représentait une fortune qui fit chavirer l'esprit de Conan. « Chrome et Ymir !» s'exclama-t-il. « Avec ces rubis, on pourrait acheter un royaume !»« Partager avec un lourdeau de barbare ? Ce serait trop stupide !» haleta Ziras. Ces mots, prononcés presque inconsciemment par le Corinthien entre ses dents serrées, avertirent Conan. Il se baissa comme l'épée de Ziras sifflait vers sa nuque, la lame tranchant un pan de sa coiffure. Maudissant son manque de prudence, Conan fit un bond en arrière et sortit son cimeterre. Ziras se rua sur lui. Conan soutint l'assaut. Ils se battirent sous le regard oblique de l'idole, avançant et reculant tour à tour. Leurs pieds frottaient sur la roche, les lames s'entrechoquaient et tintaient. Conan était plus grand que le Corinthien, mais Ziras était robuste, agile et expérimenté. Il connaissait toutes les finesses de l'escrime. À plusieurs reprises, Conan frôla la mort d'un cheveu. Le pied de Conan glissa sur le sol lisse. Sa lame hésita. Ziras mit toute son énergie et sa vitesse de mouvement dans une botte qui aurait dû transpercer le cœur de Conan. Pourtant, le Cimmérien était moins déséquilibré qu'il ne le paraissait. Avec l'agilité d'une panthère, il tordit son corps puissant de côté. La longue lame passa sous son aisselle droite, traversant son quilate au repli ample. Un instant, la lame fut retenue par l'étoffe. Ziras frappa avec la dague qu'il tenait dans sa main gauche. Elle s'enfonça dans le bras droit de Conan. Au même moment, le couteau dans la main gauche de Conan traversait la côte de mailles de Ziras, faisait sauter les chaînons métalliques et plongeait entre ses côtes. Ziras poussa un cri, émit un gargouillis, tituba en arrière, puis s'affaissa mollement. Conan lâcha ses armes et tomba à genoux, arrachant un morceau de tissu de sa robe pour s'en faire un bandage, un de plus, parmi ceux qu'il portait déjà. Il pansa sa blessure, faisant les nœuds avec les doigts et ses dents. Puis leva les yeux vers le dieu maculé de sang. Celui-ci lui jetait un regard oblique. Son visage de gargouille semblait le fixer avec une joie inhumaine. Conan frissonna, tandis que ses peurs superstitieuses de barbare couraient au bas de son épine dorsale. Il recouva ses esprits. Le dieu rouge était à lui. Mais le problème était le suivant. Comment l'emporter ? S'il était en or massif, il serait beaucoup trop lourd, par conséquent intransportable. Un petit coup frappé avec le pommeau de son poignard lui apprit que l'idole était creuse. Il arpentait le temple, la tête pleine de stratagèmes. Il comptait en effet construire un traîneau avec certaines parties de l'un des trônes sculptés, soulever le dieu de son socle à l'aide d'un levier et l'abaisser à l'horizontale, puis utiliser les chevaux supplémentaires et les chaînes de la porte d'entrée pour l'amener à l'extérieur du temple, lorsqu'une voix le fit soudain pivoter sur ses talons. « Reste où tu es !» C'était un cri de triomphe dans le dialecte kézankien de Zamora. Conan aperçut deux hommes sur le seuil. Chacun d'eux pointait sur lui un puissant arc à double courbure d'origine hyrcanienne. L'un était grand et mince. Il portait une barbe rousse. « Keraspa !» s'exclama Conan, cherchant à reprendre l'épée et le poignard qu'il avait imprudemment lâchés. L'autre homme était un gaillard robuste qui lui parut familier. « Arrière !» lui cria le chef des Kézankiens. « Tu pensais que j'étais reparti vers mon village, n'est-ce pas ? En fait, je vous ai suivi toute la nuit avec le seul de mes hommes qui ne soit pas blessé. » Son regard se posa sur l'idole. « Si j'avais su que le temple contenait un tel trésor, je l'aurais pillé depuis longtemps, malgré les superstitions de mon peuple. Rustum, prends son épée et sa dague. » L'homme regarda fixement la tête d'aigle en airain que formait le pommeau du cimeterre de Conan. « Attends !» fit-il vivement. « C'est lui qui m'a sauvé de la torture à Arenjoun. Je reconnais sa lame. »« Tais-toi !» gronda le chef. « Ce voleur doit mourir. »« Non ! Il m'a sauvé la vie. Qu'ai-je jamais reçu de toi, sinon des tâches difficiles et une paix insuffisante ? Chien ! Je renie mon serment d'obéissance !» Rustum fit un pas en avant, levant l'épée de Conan. À cet instant, Keraspa se retourna et décocha sa flèche. Le trait s'enfonça avec un choc sourd dans le corps de Rustum. Le montagnard poussa un cri strident.
partit à la renverse sous l'impact, tituba à travers le temple, et bascula par-dessus le rebord de la fissure, tombant dans le vide. Ses cris leur parvinrent de plus en plus faibles et lointains, puis ils n'entendirent plus rien. Aussi rapide qu'un serpent qui frappe, avant que Conan, désarmé, puisse bondir sur lui, Kiaraspa tira une autre flèche de son carquois et l'encocha. Conan s'était déjà avancé, s'apprêtant à fondre comme un tigre sur le chef des Kazankiens. Soudain, sans le moindre avertissement, le dieu incrusté de rubis descendit de son piédestal dans un bruit métallique et fit une longue enjambée vers Kiaraspa. Poussant un cri de terreur, celui-ci décocha sa flèche sur la statue animée. Le trait heurta l'épaule du dieu et rebondit, volant et tournoyant dans les airs. Les longs bras de l'idole se tendirent et saisirent le Kézankien par un bras et une jambe. Des cris éperdus sortirent des lèvres écumantes de Kiaraspa. Le dieu fit demi-tour et se dirigea d'un pas lourd vers l'abîme. Ce spectacle avait pétrifié d'horreur Conan. De plus, l'idole lui barrait la route vers la sortie. Que ce soit à droite ou à gauche, il serait obligé de passer à portée des longs bras simiesques, et le dieu, malgré son poids, se déplaçait aussi vite qu'un homme. Le dieu rouge s'approcha du gouffre et leva Kiaraspa au-dessus de sa tête, le brandissant dans les airs afin de le lancer dans le gouffre. Conan vit la bouche de Kiaraspa s'ouvrir au milieu de sa barbe souillée de bave et pousser des cris démentiels. Lorsqu'elle en aurait fini avec Kiaraspa, la statue s'occuperait de lui, cela ne faisait aucun doute. Les prêtres de jadis n'avaient pas à jeter les sacrifices humains dans l'abîme. L'idole réglait elle-même ce genre de détails. Le dieu se pencha en arrière sur ses talons d'or pour lancer le chef dans le vide. Conan, tâtonnant dans son dos, sentit le bois de l'un des trônes. Celui-ci avait certainement été occupé en des temps anciens par les grands prêtres ou d'autres ministres du culte. Conan se retourna, saisit le lourd fauteuil par son dossier et le souleva. Tandis que ses muscles se tendaient et frissonnaient sous l'effort, il fit tournoyer le trône au-dessus de sa tête et en frappa le dos doré du dieu, juste entre les épaules, au moment même où le corps de Kiaraspa, toujours hurlant, était projeté dans l'abîme. Sous le choc, le bois du trône se fendit avec un craquement déchirant. Le coup atteignit l'idole alors qu'elle était encore penchée en avant, après avoir pris son élan pour lancer Kiaraspa dans le vide, et la déséquilibra. Durant une fraction de seconde, la monstruosité chancela au bord de l'abîme, fouettant l'air de ses longs bras en or, puis elle bascula à son tour dans le gouffre. Conan lâcha les vestiges du trône pour regarder prudemment par-dessus le rebord de la crevasse. Les hurlements de Kiaraspa avaient cessé. Conan eut l'impression d'entendre un bruit lointain, comme si l'idole heurtait le flanc du ravin et rebondissait à une grande profondeur. Il ne pouvait en être sûr. Il n'y eut pas de craquement, ni de choc lourd final, seulement le silence. Conan passa son avant-bras musclé sur son front et eut un rictus farouche. La malédiction du dieu maculé de sang venait de prendre fin, et le dieu avait disparu avec elle. Certes, en même temps que l'idole, la fortune qu'elle représentait lui échappait à jamais. Mais le Cimmérien n'était pas fâché d'avoir acheté sa vie à ce prix, et il y avait bien d'autres trésors de par le monde. Il ramassa son épée et l'arc de Rustum, puis sortit vers la lumière du soleil matinal, et se dirigea vers son cheval.